Alors pour conclure, on va vous redonner une petite saucée de science et puis on va faire en 10 minutes, un quart d'heure, un récapitulatif de nos 3 jours de congrès et je vais donner la parole à David. David. Ouais, Elvire, t'as raison, on aurait dû demander à ChatGPT de faire ce take-home message. Bon, ce take-home message, ACL to start, le début, on a parlé des facteurs de risque, et il y a les facteurs de risque de l'examen clinique avec l'hyperlaxité, l'instabilité rotationnelle, l'âge aussi, et des facteurs extrinsèques avec le profil, et évidemment l'histoire. Le score SFA est assez important et intéressant à utiliser. Les risk factors, on peut les chercher aussi dans l'imagerie. L'imagerie, c'est la translation en appui monopodal sur la radiographie de profil. C'est l'influence de la pente tibiale et tous ces éléments-là ont une influence sur la laxité et ce sont 2 facteurs de risque. L'analyse objective avec l'aximétrie dynamique a un intérêt indiscutable pour définir et séparer les ruptures partielles et des ruptures totales, mais ça a également un intérêt pour classer, faire de la recherche et quantifier nos patients. Enfin, l'examen clinique reste véritablement important. La composante antéro-postérieure avec le Lachman fondamental, le ressaut en rotation interne, le pivot shift, et donc l'examen clinique, lui, dit il y a une instabilité rotationnelle fondamentale. Puis ensuite, on passe à l'imagerie, parce que l'imagerie va nous donner des informations complémentaires et va améliorer notre connaissance et la réalité augmentée présentée par Étienne Cavaignac avec son échographie et puis cette belle communication de Julien Cléchet sur l'IRM qui doit être analysé dans les 3 plans, coronal, sagittal et axial, et avec ça on peut définir exactement notre patient. On a parlé ensuite de chirurgie proprement dite et de toutes les possibilités qu'on pouvait avoir en termes de choix de greffe, et il y en a beaucoup. Il faut savoir comment gérer votre greffe, comment choisir les greffes, et en particulier quand on va s'adresser à des cas complexes ou des cas de reprise. Le choix de la greffe n'est pas la chose la plus importante dans vos reconstructions du ligament croisé antérieur. Le plus important, et à ne pas oublier, c'est de traiter les lésions associées. Steven Kless nous a parlé de l'anatomie du ligament antérolatéral et que c'est effectivement un véritable ligament distinct de la capsule articulaire qui va venir d'arrière et de proximal à l'épicondyle et terminer entre le tubercule de Gerdy et la tête de la fibula. Thomas Neri nous a parlé d'approche biomécanique de ce plan antérolatéral et que il expliquait que le ligament croisé antérieur avait un rôle pour contrôler la translation tibiale antérieure, mais il était beaucoup moins efficace pour contrôler la rotation interne. Et c'est là que les structures antérolatérales vont entrer en jeu pour résister contre cette rotation interne excessive. Alors, comment faire une plastie antérolatérale? Vous avez eu différents topos techniques, à la fois de reconstruction anatomique du ligament antérolatéral, mais également de plastie de ténodèse latérale. Soit des techniques, vous avez eu des techniques qui étaient soit des techniques à un seul tunnel fémoral, soit des techniques à 2 tunnels. Enfin, Bertrand nous a parlé des résultats et a démontré qu'il y avait un effet bénéfique pour réduire le taux de rupture et les taux d'échec de vos lésions méniscales internes. Vous pouvez faire la technique que vous saviez faire, que ce soit un Lemaire ou une reconstruction anatomique. Et ça doit être considéré même dans certains cas de reconstruction primaire. Elvire nous a rapporté les résultats à long terme avec un certain intérêt en termes de re-rupture, mais ça ne ressortait pas comme étant significatif. En revanche, il faut être vigilant et peut-être analyser, avoir d'autres séries à long terme pour analyser l'effet sur l'arthrose de ces plasties antérolatérales. Mathieu nous a rapporté l'étude de la SFA
sur la biologie avec l'influence de l'âge et du délai entre l'accident et la chirurgie sur l'involution du reliquat de ligament croisé antérieur, qui a un réel intérêt dans les techniques de préservation qu'on peut réaliser dans les chirurgies concomitantes. Étienne est revenu sur l'intérêt biologique dans la reconstruction du ligament croisé antérieur, qu'il y avait des facteurs qui étaient modifiables, d'autres qui n'étaient pas modifiables, et que néanmoins ça restait une seule partie du problème et qu'il fallait bien analyser les autres facteurs d'échec. Camilo Elito nous a reparlé de la taille des greffes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand vous avez des greffes très petites, il y a des moyens techniques de faire des greffes plus grosses. Néanmoins, il faut savoir adapter le choix de la greffe, la taille de la greffe en fonction des patients. Je suis revenu sur les reconstructions du ligament croisé antérieur, qui peut être une option à envisager dans certaines ruptures très proximales du ligament croisé antérieur, mais il faut bien sélectionner les patients. Et ce n'est pas une bonne indication chez les sujets jeunes. Franck nous a parlé des fractures des épines tibiales et a insisté sur le fait qu'il fallait analyser les avulsions cartilagineuses chez les patients les plus jeunes et avoir recours à l'IRM. Il faut considérer ça comme une lésion ligamentaire complexe et non pas comme une fracture simple à traiter. Il y avait un risque non négligeable de raideur secondaire après ces chirurgies. Nous avons essayé de vous faire un algorithme des lésions chez l'enfant et nous avons montré que même s'il a encore une toute petite place, il ne faut pas négliger le traitement conservateur qui impose un protocole de rééducation rigoureux. Il faut traiter des patients qui n'ont ni lésions cartilagineuses ni lésions méniscales et qui ne se plaignent pas d'instabilité. Il faut faire très attention au virage pubertaire. Le traitement chirurgical est une bonne technique, mais il faut savoir faire les techniques pédiatriques qui ne sont pas anodines, qui demandent une courbe d'apprentissage. Et derrière, il faut imposer des protocoles de rééducation et surtout de retour au sport très restrictifs parce que la complication principale chez ces patients jeunes, c'est la rupture itérative. Je vais passer maintenant la parole à Guillaume et Bertrand pour le LCA+. Alors nous, on a parlé du LCA et plus, c'est-à-dire en fait think outside the notch, tout ce qui est en dehors. Alors le premier topo ont été d'abord sur le MCL. Ce qu'on peut retenir globalement de nos experts, c'est qu'il faut faire le diagnostic. Malheureusement, il n'est pas toujours fait. Alors maintenant, quand même, avec l'IRM, on peut difficilement passer à côté. On sait dorénavant et de manière avec certitude, qu'il s'agit d'un facteur d'échec si cette lésion du MCL n'est pas prise en charge. Globalement, les experts disent qu'un grade 3, il n'y a pas de discussion sur la chirurgie ou non. Un grade 1 et 2 va se discuter en fonction du profil du patient, en fonction de son axe, en fonction de son niveau sportif. Étienne a fait un résumé de la SFA qui confirme en fait exactement les mêmes informations que nous ont données nos experts. On a ensuite parlé des techniques opératoires. Alors il y a Victor et les Brésiliens qui ont montré une technique assez simple, type Canuto, avec 2 tunnels dans le tibia, un tunnel dans le fémur. Les Bordelais nous ont montré une technique un peu plus complexe, avec la reconstruction de la partie du ligament médial mais antérieur, ainsi que Alan qui nous a montré sa reconstruction avec les résultats et les études biomécaniques qui allaient avec. On a ensuite parlé de la rampe. Rampe, c'est une lésion qu'on ne peut pas négliger. On sait maintenant dans les séries que ça va de 20 à 40% des patients qui sont opérés du croisé antérieur. Donc, il y a une obligation et une certitude, c'est qu'il faut pousser notre scope au fond de l'échancrure pour au minimum analyser ces lésions. Il y a des discussions encore sur la chirurgie. 2 types de discussions. Faut-il faire que des sutures au crochet? Y a-t-il encore une place pour les réparations all inside? C'est encore discuté. Ce qu'il faut avoir quand même en tête, Mathieu l'a très bien montré, c'est que les échecs sont à très long terme, mais sont très importants puisqu'on a 30% d'anse de saut à 20 ans. On a ensuite parlé des racines. Racine, c'est un élément majeur. On sait maintenant qu'une lésion de la racine, c'est équivalent à une meniscectomie complète. Il faut impérativement les réparer. Pour le dessus, on n'a pas de doute. Il y a différents types de sutures, soit transosseuses, quand c'est des lésions chroniques. Benjamin nous a montré que quand il y avait du ménisque résiduel, on pouvait faire des sutures all inside, particulièrement pour le ménisque externe qui est plus fréquent.
Peter Verdon qui a ensuite parlé des lésions cartilagineuses dans le ligament croisé. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut stabiliser une lésion instable, faire un débridement juste pour stabiliser la lésion, éviter les traitements agressifs sur le cartilage, plutôt laisser la lésion en place et ne pas la toucher. Ensuite, Bob Magnussen, avec l'expérience et les datas de la Moon, a parlé des facteurs de risque, d'échec, et ils sont bien retrouvés grâce à ces grandes cohortes. Ensuite, on a eu toute une session sur la pente tibiale. On a vu que la pente tibiale excessive, c'était une inclinaison postérieure de la métaphyse proximale. David Dejour a remontré une très belle vidéo de la technique originale lyonnaise sus tubérositaire, tout de même quasiment 35 ans d'expérience avec cette technique. Et Jean-Marie, avec l'expérience du groupe Senti, a rapporté les résultats en pratique, des très bons résultats avec on n'a plus de rupture du ligament croisé après. Il y a très peu de complications. Par contre, le taux de retour au sport reste faible, 50% maximum. Ensuite, on a vu avec Nicolas Kans l'objectif de correction lors de ces ostéotomies. On peut retenir que la pente idéale, c'est entre 4 et 6 degrés pour normaliser la translation tibiale antérieure, pour qu'elle soit inférieure à 5 mm. Et c'est ce qu'a montré David également. Ça va protéger votre greffe, nouvelle greffe du ligament croisé antérieur. Enfin, Bertrand a montré de très beaux cas d'encoche du condyle externe qui sont à prendre en considération et à traiter quand ils sont très volumineux, puisque c'est un facteur d'échec. Enfin, on a vu l'intérêt de l'allogreffe, et Stéphane Boisgard nous a présenté la banque de tissus à Clermont-Ferrand. Et c'est quelque chose de très positif pour les équipes françaises. Et Volker Musal, enfin, a rappelé les résultats. Et on a pu voir qu'il y avait tout à fait des indications en cas de reprise. Je vais vous parler maintenant de la session rééducation retour au sport. Donc Marine Coquard nous a rappelé les principes de la AMI. Et Bertrand Sonnery-Cotet nous a donc présenté les résultats de sa thèse de science, et notamment sur l'analyse de l'IRM fonctionnel cérébral qui montrait que les patients atteints d'AMI avaient des inhibitions motrices du cérébellum homolatéral, et notamment liées aux problèmes émotionnels et de la douleur. Ensuite, Nicolas Mafuletti de Zurich nous a parlé des AMI infracliniques. En fait, la classification de Bertrand est très utile pour les AMI sévères que l'on voit en pratique clinique après traumatisme ou après chirurgie. En fait, il existe des AMI persistantes qui sont très difficiles à dépister cliniquement, et dans ce cas-là, le suivi peut être intéressant si on a accès à l'EMG, ou notamment dans des buts de recherche. Ensuite, Bob Magnussen nous a fait un rappel de la littérature concernant l'intérêt des attelles, et la littérature est assez unanime pour dire que les attelles en post-opératoire ne présentent pas d'intérêt, de même que les attelles fonctionnelles en cas de genou avec insuffisance du ligament croisé antérieur, qui pourraient éventuellement avoir un intérêt assez minime pour réduire le risque de re-rupture chez des adolescents à très haut facteur de risque ou dans une population de skieurs. Enfin, Fares Haddad nous a rappelé la place du traitement fonctionnel. Il y a bien entendu encore une place au traitement fonctionnel. Tous les patients ne nécessitent pas une opération, à condition d'avoir un planning thérapeutique précis et une prise en charge individualisée à chaque profil de patient. Et donc, on doit continuer notamment à proposer ces traitements chez des patients bien ciblés avec un suivi adapté. Enfin, j'ai rappelé que le cyclope était probablement en rapport avec le déficit d'extension post-opératoire et induit par ce déficit d'extension, et que donc dans la phase initiale de la rééducation, la première phase, les objectifs principaux étaient donc la lutte contre l'AMI, dont on a beaucoup parlé lors de cette session, et notamment réveiller le quadriceps, lutter contre la contraction réflexe des ischio-jambiers, et donc éduquer le patient, parce que c'est également un problème au niveau du cortex moteur cérébral, et c'est l'entraînement et la répétition qui permettent de lutter contre ce phénomène pour retrouver une extension active terminale, et qui sans doute diminue l'incidence des syndromes de cyclope. Nos experts ensuite nous ont partagé leur protocole post-opératoire après ligament croisé antérieur, et notamment Alan Gengood, et vous voyez que c'est pas juste un protocole avec c'est une multitude d'axes de rééducation qu'il va falloir proposer à votre patient avec les différents acteurs, médecins du sport, kiné, psychologue et le chirurgien.
Ensuite, professeur Monlo nous a montré l'intérêt d'un traitement particulier préventif des infections après ligaments croisés antérieurs avec les bains de vancomycine qui ont permis de faire tomber drastiquement le taux d'infection post-opératoire après ligaments croisés antérieurs. Néanmoins, quand vous avez une infection post-opératoire, et ça peut arriver à tout le monde, même si ça reste rare, hein, dans à peu près 1%, c'est une situation d'urgence, c'est un traitement chirurgical dans tous les cas par arthroscopie, lavage, peut-être synovectomie si vous avez une atteinte au niveau de la synoviale. C'est une antibiothérapie tout d'abord intraveineuse double et ensuite péros si le patient répond bien au traitement pendant au minimum 6 semaines, tout ça avec un infectiologue dans le cadre d'un cryoac et en général on peut préserver la greffe ainsi que le matériel. Et puis, Francesco Della Villa nous a montré un petit peu les différents plannings qu'on va pouvoir proposer aux patients. Et vous voyez que c'est extrêmement codifié. Hein. Il y a plein d'étapes qu'il va falloir expliquer aux patients. Il va falloir éduquer votre patient et lui proposer un calendrier en fonction des batteries de tests que vous allez faire pour avoir enfin un retour au sport dans les meilleures conditions possibles. Enfin, on va pouvoir vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu ce matin. Vous y étiez déjà, peut-être que certains n'avaient pas fini leur nuit, donc on va reprendre des petites conclusions de ce qu'il pouvait y avoir. Donc on a eu la chance, quand on a parlé de l'évolution du LCA et de l'arthrose, de la cohorte Moon avec Bob Magnussen qui nous a rappelé les différences entre notamment les résultats entre repair et ménisectomie, ce qui nous a permis de voir que même dans les deux cas globalement les patients vont se dégrader et ce qui peut baisser un peu la pression sur les épaules du chirurgien. Par ailleurs, on a eu la communication de Cécile, qui malheureusement était absente aujourd'hui, et on pense bien à elle, on la félicite encore pour son Insole Traveling Fellowship. Elle nous a parlé de la clinique et de la logique des indications, parce que quand traiter l'arthrose dans la rupture du LCA, ça pouvait être un topic vraiment très intéressant, et finalement, il n'y a pas grand-chose de très clair là-dessus. Donc globalement, une fois de plus, on soigne des patients, pas des imageries. Il faut rester très clair sur nos indications, et c'est ça qui nous évitera de faire des miracles. Ensuite, on est parti sur la session ostéotomie, où on a eu un très beau panel. On a commencé avec Mathieu Ellinger qui a parlé de l'analyse de la déformation et des objectifs de correction. Et là, ce qu'on va surtout retenir en dehors du good patient, good X-rays, c'est surtout qu'il faut bien faire gaffe à ne pas avoir de traitement préventif, parce que c'était un des messages clés qui était au sein de sa conclusion. Ensuite, Allen Gategood nous a présenté une vidéo technique ostéotomie plus LCA avec de nombreux tips and tricks, notamment sur de prélever avant de faire l'ostéotomie pour l'avoir dans sa voie d'abord, de passer sur notre temps arthroscopique, de faire son tunnel fémoral, puis son ostéotomie et enfin son tunnel tibial pour éviter les complications péri-op. Donc il y avait tous les bénéfices mais peu malheureusement de vraies data dans la littérature, comme nous l'a dit Cécile aussi sur son topic qui pourtant semblait intéressant initialement. On était sur le topo de Matt Ellinger qui nous a parlé de l'intérêt ou pas des guides de coupe. Toujours pareil, pas grand chose dans la littérature. En gros, ça a peu d'intérêt si on a déjà de l'expérience. Par contre, ça permet de niveler pour les chirurgiens moins expérimentés. Il n'y a pas de données claires pour les PSI avec LCA. Les PSI ont fait leurs preuves seuls, mais pas avec les LCA. Ensuite, on a Mathieu Olivier qui nous a parlé de l'ostéotomie et de la robotique, grand fervent de la robotique, amoureux de la robotique, il nous l'a encore montré. La courbe d'apprentissage des ostéotomies a montré que finalement, en quelques cas, en une dizaine de cas, finalement, la learning curve, on arrive à déjà une situation de maîtrise du geste qui fait que la robotique a peu d'intérêt. Et comme malheureusement, il y aura peu d'intérêt économique dans la balance, il est possible que la robotique se développe assez peu dans ce domaine. Ensuite, pour les points clés que nous a présenté Sébastien Parat, il y a les 6 points clés pour réussir notre ostéotomie plus LCA. Déjà, avoir une bonne analyse de ce qu'on fait, une chirurgie à la carte, penser multiplanaire et pas simplement l'ostéotomie horizontale dans le plan frontal.
d'avoir la place des nouvelles technologies pour nous aider, d'avoir des nouvelles plaques. On a parlé des grosses plaques sur la discussion de cas derrière. On a parlé des plaques qui pouvaient être encombrantes chez les patients de FIN, c'est quand même pas à négliger. Et puis surtout dans tout ça, on revient sur la place de l'indication et de l'explication qu'on va donner à nos patients pour qu'ils aient un espoir raisonnable. Quand ensuite on a parlé des résultats des ostéotomies isolées avec Mathieu Guyard, on a parlé du patient type, et donc là, de comment bien sélectionner son patient. On retrouvera tous les critères que nous a évoqués tout à l'heure. C'est assez simple, ça fait des messages clairs, moins de 55 ans, BMI limité, l'ALBAC limité, genou stable, et toujours avoir une bonne explication auprès de notre patient. Comment maîtriser la pente? Ça, grâce à Guillaume Demey, on a vu comment éviter les erreurs techniques, et Save the Slope qui était le message final pour ne pas créer plus de problèmes qu'on essaie d'en résoudre au sein de cette chirurgie. Ensuite, on avait Nicolas Gravelot qui nous avait parlé des résultats des ostomies isolées. Alors, il a regretté de ne pas pouvoir nous avoir parlé aussi des LCA isolés. C'est des options à bien ne pas oublier. Une fois de plus, message marseillais, pas plusieurs acrobaties au sein de plusieurs cascades, au sein d'un même geste. Parfois, less is more. Et donc, on a vu qu'on pouvait avoir des bons résultats avec Nicolas. Et ensuite, on est passé sur la session unie. Je vous rassure, je vais faire bref. Vous avez compris qu'on avait poussé un peu la discussion autour des unis et croisés, mais comme l'avait rappelé Sébastien Parade, ça reste une chirurgie qui doit être finalement peu fréquente, et donc on a décrit un petit peu les cas où clairement, quand il y a une translation fixée, s'il y a une pente excessive, c'est pas une bonne indication d'uni. On a précisé un petit peu le bilan radiologique et l'intérêt des clichés en stress et d'avoir une IRM, ça c'était important. On vous a montré un petit peu les aspects techniques avec la vidéo, et Thomas, Guillaume, et j'ai également essayé de vous montrer différentes options, mais je crois qu'on était assez d'accord sur le fait que une bonne compréhension de l'anatomie et utiliser tous les moyens possibles pour adapter la chirurgie était essentiel. Donc c'est vrai qu'il y a différentes façons de le faire, mais à chaque fois il faut bien maîtriser les deux aspects. Et en comprenant tout ça, eh bien Sébastien Parat vous a montré qu'on arrivait à avoir des bons résultats et à éviter d'avoir un échec précoce sur une situation qui reste peu fréquente. Et il faut avoir une bonne compréhension des indications. Ça reste quelque chose qui est très exigeant, hein, on va pas se mentir. Et la technologie, on a eu une grosse discussion sur la technologie à la fin. Je pense à toute sa place ici. Il faut pas oublier qu'une unie isolée peut également avoir une indication, notamment chez les patients les plus âgés, avec peu de laxité et dans des situations particulières. Et Sébastien Martre nous a montré des résultats à 15 ans qui étaient assez bluffants et qui montrent que ça peut être une option dans certains cas. On a eu l'occasion de discuter la pente et comment la gérer, et en tout cas comment est-ce qu'il faut la considérer et ne pas tenter ces chirurgies chez des patients qui sont déjà à risque par définition. On a eu le plaisir d'avoir Frédéric Lavoie qui nous a mis à jour sur la place des prothèses à conservation des croisés, et toujours avec des résultats très intéressants, très honnêtes et très précis sur la position actuelle, avec quand même une chirurgie qui reste confidentielle. On a rêvé avec Bertrand qui nous a montré la place à venir de la réalité mixte en chirurgie du ligament croisé. On sait que c'est très populaire déjà en chirurgie de l'épaule. On voit que ça va probablement et certainement tendre à se généraliser, à savoir à quelle vitesse. Ça sera la place de toute la discussion. On a tous été d'accord que la simulation faisait partie de la formation actuellement et que c'était juste quelque chose qu'il faut intégrer dans nos programmes et qui est une addition certaine. Fares nous a également montré l'intérêt des registres et des big data sur le croisé, et comment est-ce que pour l'instant ça nous permet d'avoir une compréhension des facteurs d'échec et peut-être dans un futur pas si lointain nous donner des indications comment choisir la meilleure stratégie, le meilleur protocole de rééducation pour telle ou telle situation. Et voilà, ça c'était. Et pour finir avec Mathieu Olivier qui à chaque fois accepte
de venir nous parler d'intelligence artificielle pour se mettre à notre niveau et nous expliquer de façon simple comment est-ce que finalement quelque chose d'aussi complexe peut très vite nous aider dans notre quotidien. On en voit des applications de plus en plus. Et dans la chirurgie du ligament croisé, eh bien, c'est également le cas. Et on comprend qu'il y a de plus en plus de place pour nous aider, encore une fois, dans nos décisions et dans la façon dont on fait cette chirurgie. Je vais maintenant laisser la parole à nos présidents. Toc. Jean-Marie. Alors, c'est le moment de clore ces 3 jours denses. On a passé tous un bon moment. Vous voyez notre tête sur la photo à droite. Je pense qu'on s'est régalé. J'espère que ça a été pareil pour vous dans l'auditoire. Ça a été un taux de remplissage qu'on a rarement connu aux Journées Lyonnaises, puisqu'on a eu plus de 1100 participants. Et on vous remercie tous pour votre participation. On va remercier 2 personnes qui comptent beaucoup dans cette équipe, qui sont un peu les femmes de l'ombre. C'est Françoise Gros et Florence qui font un énorme boulot derrière pour que ça soit un beau congrès. Donc on les remercie tous et je pense qu'on peut les applaudir. On remercie également nos sponsors, nos 6 Gold sponsors. Sans eux, ce congrès ne serait pas possible. Et également l'ensemble des sponsors, 50 sponsors pour cette édition. Merci à vous. Je remercie Jean-Marie, ça a été un plaisir de travailler avec toi pour t'épauler pour ce congrès, et également Cécile qui nous a accompagnés du début à la fin, même pendant le congrès. Merci Cécile. Et elle a d'ailleurs un petit message pour vous. Bonjour à tous, ces 21e journée lyonnaise du genou s'achève et j'espère que vous en avez tous beaucoup profité et que ce congrès a été très enrichissant pour vous. Maintenant parlons un peu futur, puisque nous vous retrouvons ici, dans cette belle ville de Lyon, dans 2 ans, en 2026, pour les 22e journées lyonnaises du genou, qui porteront enfin sur la prothèse. Ce congrès aura lieu du 24 au 26 septembre 2026 et portera sur la prothèse totale de genou de première intention. Nous aborderons des sujets clés tels que les designs prothétiques en 2026, l'alignement, la récupération rapide et les cas complexes en première intention, sans oublier les nouvelles technologies. Nous tâcherons de vous concocter un beau programme et il y aura comme toujours des orateurs nationaux et internationaux de grande qualité. Nous vous attendons donc nombreux en 2026 à Lyon pour les 22e journées lyonnaises du genou. Je vous souhaite en attendant à tous une excellente fin d'année et à bientôt en 2026. Donc c'est le moment de se dire adieu. Merci à tous et puis rendez-vous en 2026.